Bonjour et bienvenue à French Podcast, l'endroit idéal pour maîtriser la langue française. Salut tout le monde, je suis Antoine, et comme toujours, je suis ravi d'être ici avec vous. Et moi, c'est Catherine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et essentiel pour tous ceux qui apprennent le français. Comment commencer à penser en français ? Oui, c'est une étape cruciale. On passe souvent beaucoup de temps à traduire dans notre tête, mais le but ultime est de pouvoir penser directement dans la langue. Exactement. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes et préparez-vous à plonger dans le monde de la pensée française. Allons-y. Alors Antoine, pourquoi est-ce que c'est si important de penser en français ? C'est une excellente question, Catherine. Penser en français, c'est bien plus qu'une simple astuce linguistique. Ça transforme complètement votre rapport à la langue. Absolument. Quand on pense en français, on n'est plus limité par la traduction. On réagit plus vite, on comprend les nuances plus facilement et on s'exprime de manière plus naturelle. C'est comme si on accédait à une autre dimension de la langue. On commence à ressentir le français, à le vivre, plutôt qu'à simplement le décoder. Précisément. Et cela se traduit par une plus grande fluidité dans nos conversations, une meilleure compréhension orale et même une amélioration de notre accent. Sans oublier que ça renforce notre confiance en nous. On se sent beaucoup plus à l'aise pour interagir en français, car on n'a plus cette barrière de la traduction constante. C'est vrai. Et puis, penser en français nous permet de mieux comprendre la culture française. La langue est tellement liée à la façon dont les gens pensent et perçoivent dans le monde. Tout à fait. En pensant en français, on adopte une perspective différente, on découvre de nouvelles façons de voir les choses et on s'ouvre à une culture riche et diversifiée. Donc en résumé, penser en français, c'est un accélérateur d'apprentissage, un booster de confiance et une clé pour une immersion culturelle plus profonde. Tout à fait d'accord. Mais alors, Catherine, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour commencer à penser en français ? C'est pas toujours évident, hein ? Non, ce n'est pas toujours facile, mais c'est tout à fait possible avec quelques stratégies simples et efficaces. Parfait. Alors dis-nous tout. La première étape, c'est de changer son environnement. Essayez d'intégrer le français dans votre quotidien autant que possible. Ah oui, l'immersion. C'est un peu comme se plonger dans un bain de français. Exactement. Commencez par changer la langue de votre téléphone, de votre ordinateur, de vos réseaux sociaux. Entourez-vous de français partout où vous allez. C'est une excellente idée. Ça nous force à utiliser le français de manière constante, même pour des choses simples comme lire un message ou chercher une information. Ensuite, essayez de consommer du contenu en français tous les jours. Écoutez de la musique, regardez des films et des séries, lisez des articles ou des blogs. Oui, et variez les supports pour ne pas vous lasser. Un jour, vous écoutez un podcast, le lendemain, vous regardez un film, et le surlendemain, vous lisez un chapitre d'un roman. C'est ça. Et n'ayez pas peur de commencer avec des choses simples et courtes. Mieux vaut regarder une vidéo de 5 minutes tous les jours que de se forcer à regarder un film de 2 heures une fois par semaine. Et puis, activez les sous-titres si vous avez du mal à comprendre. Mais essayez de les désactiver progressivement pour entraîner votre oreille. Une autre astuce, c'est de se parler à soi-même en français. Décrivez ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous pensez. Ah oui, le monologue intérieur. C'est un excellent moyen de pratiquer sans avoir peur de faire des erreurs. Tout à fait. Et personne ne vous juge, donc vous pouvez vous lâcher complètement. On peut aussi tenir un journal en français. Écrivez quelques phrases chaque jour sur ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris. C'est une excellente façon de structurer sa pensée en français et de revoir son vocabulaire. Et puis, n'oubliez pas de vous amuser. Apprendre le français doit rester un plaisir. Trouvez des activités que vous aimez faire en français. Oui, rejoignez un club de lecture, participez à des conversations en ligne, suivez des cours de cuisine française ou organisez des soirées cinéma avec des amis. L'idée, c'est de créer des associations positives avec la langue française. Plus on associe le français à des expériences agréables, plus on aura envie de l'utiliser. Donc en résumé, pour changer son environnement, on intègre le français dans son quotidien, on consomme du contenu en français, on se parle à soi-même, on tient un journal et on s'amuse. C'est un excellent point de départ. Mais alors, Catherine, une fois qu'on a mis en place ces habitudes, comment est-ce qu'on fait pour passer de la traduction à la pensée directe en français ? C'est là que ça devient intéressant. La clé, c'est de créer des associations directes entre les mots français et les concepts, sans passer par sa langue maternelle. Ah oui, c'est un peu comme construire un nouveau réseau neuronal dans notre cerveau. Exactement. Au lieu de traduire le mot pomme par apple, on imagine directement une pomme rouge et juteuse. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein ? C'est vrai, mais il y a des techniques pour ça. La première, c'est d'utiliser des images et des objets concrets. Ah oui, les fameuses flashcards. Oui, vous pouvez utiliser des cartes avec des images d'un côté et le mot français de l'autre. Regardez l'image et essayez de penser directement au mot français, sans traduire.
Ça marche aussi avec des objets réels. Prenez un livre, une tasse, un stylo et répétez leur nom en français plusieurs fois. Ensuite, essayez de créer des phrases simples en utilisant ces mots. C'est un livre, c'est une tasse, c'est un stylo. Et puis, vous pouvez complexifier les phrases progressivement. C'est un livre intéressant, c'est une tasse chaude, c'est un stylo bleu. Une autre technique, c'est d'utiliser des définitions en français. Au lieu de traduire un mot, cherchez sa définition dans un dictionnaire français. C'est une excellente façon d'enrichir son vocabulaire et de comprendre les nuances de chaque mot. Et puis, essayez de penser en français dans des situations spécifiques. Par exemple, quand vous faites les courses, essayez de penser au nom des aliments en français. Ou, quand vous cuisinez, pensez aux ingrédients et aux étapes de la recette en français. L'idée, c'est de créer des routines où vous utilisez le français de manière active et consciente. Et puis, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. Absolument. Le plus important, c'est de persévérer et de ne pas se décourager. Donc, pour créer des associations directes, on utilise des images et des objets, on utilise des définitions en français, on pense en français dans des situations spécifiques et on accepte de faire des erreurs. C'est ça. Et avec de la pratique régulière, vous verrez que vous commencerez à penser en français de plus en plus naturellement. Super. Mais alors, Catherine, quels sont les pièges à éviter quand on essaie de penser en français ? Il y en a quelques-uns, oui. Le premier, c'est de rester bloqué sur la traduction littérale. Ah oui, le fameux mot à mot. C'est souvent source error. The project French podcast could not be found in the workspace. Exactement. Il faut comprendre que le français a sa propre syntaxe, sa propre grammaire et ses propres expressions. On ne peut pas simplement prendre une phrase dans sa langue maternelle et la traduire mot pour mot en français. Ça ne marche pas comme ça. Non. Il faut essayer de comprendre le sens général de la phrase et de l'exprimer de manière naturelle en français. C'est un peu comme adapter sa pensée à la façon dont les Français s'expriment. Oui, un autre piège, c'est de se focaliser sur la perfection. On a souvent peur de faire des erreurs, alors on hésite à parler ou à écrire en français. C'est le syndrome de l'élève modèle. On veut toujours tout faire parfaitement, mais ça nous bloque. Exactement. Il faut accepter que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Personne n'est parfait, et même les Français font des erreurs. Le plus important, c'est de se faire comprendre. Si les gens comprennent ce que vous voulez dire, même si vous faites quelques erreurs, c'est déjà une victoire. Et puis, n'oubliez pas de vous récompenser pour vos progrès. Chaque fois que vous réussissez à penser en français, félicitez-vous. Oui, offrez-vous une petite récompense, comme un morceau de chocolat, un épisode de votre série préférée, ou une sortie au restaurant. L'idée, c'est de renforcer les associations positives avec la langue française et de maintenir votre motivation. Un autre piège, c'est de ne pas assez pratiquer. On ne peut pas apprendre à penser en français en lisant des livres ou en écoutant des podcasts. Il faut pratiquer activement. Oui, il faut parler, écrire, écouter et lire en français tous les jours. Plus vous pratiquez, plus vous progresserez. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à un professeur, à un ami ou à un tuteur. Il y a tellement de ressources disponibles en ligne et hors ligne pour vous aider à apprendre le français. Profitez-en. Donc, pour éviter les pièges, on ne reste pas bloqué sur la traduction littérale, on ne se focalise pas sur la perfection, on se récompense pour ses progrès, on pratique régulièrement et on demande de l'aide si nécessaire. C'est ça. Et avec de la patience et de la persévérance, vous finirez par maîtriser l'art de penser en français. Génial! Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. De rien, Antoine. C'était un plaisir de partager ces astuces avec nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu et vous a donné des idées pour commencer à penser en français. N'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que nous avons partagés aujourd'hui et vous verrez que vous progresserez. Progresserez rapidement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On sera ravis de vous aider. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast. Au revoir tout le monde et n'oubliez pas, pensez en français. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour à tous et bienvenue à French Podcast. Je suis Catherine Etrine. Et moi Antoine. Bienvenue à la deuxième partie de notre émission sur l'apprentissage du français. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de l'importance d'écouter le français. Aujourd'hui, nous allons explorer deux autres aspects essentiels, la lecture en français et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire. Absolument. La lecture est un excellent moyen d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension de la grammaire et de vous immerger davantage dans la culture française. Alors Antoine, pourquoi est-ce que c'est si important de lire en français ? Eh bien, Catherine, la lecture offre de nombreux avantages. Tout d'abord, elle vous expose à une grande variété de vocabulaire et d'expressions que vous ne rencontrerez peut-être pas dans les conversations courantes. C'est vrai. En lisant, on découvre des mots nouveaux dans leur contexte, ce qui facilite leur mémorisation. De plus,
On améliore son orthographe sans même s'en rendre compte. Exactement. La lecture renforce votre compréhension de la structure des phrases et de la grammaire. Vous commencez à intérioriser les règles grammaticales de manière intuitive. Et puis, la lecture est une fenêtre ouverte sur la culture française, ici. On découvre l'histoire, les traditions, les modes de pensée des Français. Tout à fait. En lisant des romans, des essais, des articles de journaux, on se familiarise avec différents aspects de la société française. Alors, par où commencer? Quel type de texte recommandes-tu pour les apprenants de ce français? Pour les débutants, je conseille de commencer par des textes simples et courts, comme des contes pour enfants, des bandes dessinées ou des articles de journaux en ligne adaptés aux apprenants. Oui, il existe de nombreux sites web et applications qui proposent des textes en français faciles avec des explications de vocabulaire et des exercices de compréhension. Une autre option intéressante, ce sont les romans gradués. Ce sont des livres écrits spécialement pour les apprenants de langue, avec un vocabulaire et une grammaire adaptés à leur niveau. J'adore les romans gradués. Ils permettent de se plonger dans une histoire intéressante tout en progressant en français. Et pour ceux qui ont un niveau plus avancé, je recommande de lire des romans, des essais ou des articles de journaux authentiques. Bien sûr, il faudra s'armer d'un dictionnaire, mais c'est un excellent moyen de se perfectionner. C'est vrai. Lire des textes authentiques permet de découvrir le français tel qu'il est réellement parlé et écrit. Un conseil important, ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tous les mots. Essayez de comprendre le sens général du texte et de déduire le sens des mots inconnus grâce au contexte. Oui, l'important est de ne pas se laisser submerger par les difficultés et de persévérer. Plus vous lirez, plus vous progresserez. Et n'hésitez pas à relire les textes plusieurs fois. Chaque lecture vous apportera de nouvelles compréhensions. Une autre astuce, c'est de lire à voix haute. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation et votre fluidité. Excellente idée, Catherine. Lire à voix haute permet de travailler à la fois la compréhension et l'expression orale. Et pour rendre la lecture plus agréable, choisissez des sujets qui vous intéressent. Si vous aimez l'histoire, lisez des livres d'histoire. Si vous aimez la cuisine, lisez des recettes de cuisine. C'est essentiel. Lire sur des sujets qui vous passionnent vous motivera à continuer et à surmonter les difficultés. Alors Antoine, quelles sont tes recommandations de lecture en français? Pour les débutants, je conseille Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un classique de la littérature française, facile à lire et plein de poésie. Oui, c'est un excellent choix. Un autre livre que je recommande, c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est une aventure passionnante qui vous fera voyager à travers le monde. Pour ceux qui ont un niveau plus avancé, je recommande L'étranger d'Albert Camus. C'est un roman philosophique qui vous fera réfléchir sur le sens de la vie. Et moi, je recommande Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un roman réaliste qui dépeint la vie d'une femme insatisfaite de son mariage. Ce sont tous d'excellents choix, mais l'important, c'est de trouver des livres qui vous plaisent et qui correspondent à votre niveau. Absolument, n'ayez pas peur d'explorer différents genres et auteurs. Et n'oubliez pas les bibliothèques. Elles offrent un large choix de livres en français et c'est gratuit. C'est vrai, les bibliothèques sont une mine d'or pour les apprenants de langue. Alors, Catherine, pour résumer, pourquoi est-ce si important de lire en français ? La lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre grammaire, de vous immerger dans la culture française et de découvrir de nouveaux horizons. C'est un excellent moyen de progresser en français tout en se faisant plaisir. Et n'oubliez pas, la lecture est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous lirez, plus vous deviendrez un lecteur compétent en français. Alors, à vos livres, et n'hésitez pas à partager vos recommandations de lecture avec nous sur les réseaux sociaux. Merci Antoine pour cette discussion enrichissante sur l'importance de la lecture en français. Merci à toi Catherine, et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans le prochain épisode de French Podcast. À bientôt. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez forte concernant l'apprentissage du français. Oui, l'importance, on pourrait dire cruciale, de la lecture. Exactement. Et notre point de départ est assez minimaliste, on va dire. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Juste le titre d'une section d'un podcast qui s'appelle « Lire le français ». Le titre dit « Podcast français. Écoutez du français. Pourquoi vous devez lire le français A1, C2 ». Ah oui, d'accord. C'est très direct comme formulation. Vous devez lire. C'est ça. Alors, petite précision, notre exploration va être un peu particulière. Avec une source si courte, on ne va pas analyser un long texte. Non, on va plutôt décortiquer cette affirmation. C'est ça. Voilà. Ce vous devez. Spéculer un peu sur les raisons derrière. Surtout ce ton impératif. Vous devez. Pourquoi insister autant? Et pour tout le monde en plus. À A1 jusqu'à C2. C'est ça qui est frappant. Oui, du grand débutant à celui qui maîtrise quasiment la langue.
Effectivement, et c'est intéressant aussi qu'il mentionne écouter du français juste avant. Bonne remarque. Ça suggère quoi d'après vous? Un lien? Une opposition? Peut-être que la lecture n'est pas vue toute seule, mais en relation avec l'écoute. C'est une piste. D'accord. Alors, la question centrale, ça devient, qu'est-ce qui justifie cette insistance sur la lecture, même pour les niveaux très avancés, comme ces deux? Oui, parce qu'on pourrait se dire qu'à ce niveau-là, l'écoute, la conversation, ça roule déjà bien, non? Exactement. Qu'est-ce que la lecture apporterait de si unique que l'écoute seule ne donnerait pas selon ce titre? Peut-être une interaction différente avec la langue? Plus profonde? Analytique? C'est une hypothèse, oui, très plausible. Lire, ça permet de maîtriser son rythme. De s'arrêter sur un mot, une structure, Voilà. relire une phrase compliquée, regarder l'orthographe, la grammaire de près. C'est un peu comme une dissection linguistique, si on veut. Que l'oral, avec son flux continu, rend plus difficile, c'est vrai. On décrit ça une matérialité, une permanence. Mais est-ce que ce vous devez, ça risque pas d'être un peu décourageant, surtout pour les A1 qui galèrent déjà avec les bases? C'est un bon point, ça. On entend souvent qu'il faut d'abord parler, écouter l'immersion orale, Oui, mais le fait qu'ils incluent le A1 explicitement, ça suggère qu'ils voient un bénéfice dès le départ. Peut-être avec des textes très simples, hein, des lectures graduées. d'accord. Et l'argument serait quoi alors, pour ces débutants? Peut-être que ça fixe mieux les bases, le vocabulaire, les structures, de façon plus solide que l'écoute seule. Et pour les niveaux avancés, C1, C2, là l'enjeu est différent, j'imagine. Ah oui, là ce serait plutôt pour affiner la compréhension des nuances, accéder à des registres plus soutenus. Le langage littéraire, spécialisé. Exactement, des choses qu'on trouve moins souvent dans la conversation de tous les jours. Donc si je résume l'idée potentielle, la lecture serait essentielle à chaque étape, mais pas pour les mêmes raisons. Ce serait ça, oui. Pour le A1, consolider. Pour le C2, atteindre la finesse ultime, linguistique et culturelle. Ça se tient. L'écrit donne accès à une diversité de langues plus vaste souvent. Oui, pensez à la littérature, aux essais, aux articles de fond. La lecture nous confronte à la langue dans sa forme la plus élaborée. Une immersion culturelle différente aussi. Complémentaire, à l'écoute, tout à fait. Donc l'idée serait que si on néglige la lecture, on passe à côté d'une dimension essentielle de la maîtrise de la langue. Et l'écoute alors, mentionnée juste avant dans le titre. Comment elle s'articule avec cette lecture obligatoire? Ah, c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve. Le paradoxe? Un podcast qui insiste sur la lecture. Voilà. C'est un média audio, mais il met l'accent sur le fait de lire. Ça pourrait suggérer une synergie. Comment ça? Peut-être écouter d'abord, pour le sens général, la prononciation, et puis lire ensuite, pour l'analyse, le vocabulaire précis. Ah, utiliser les transcriptions des podcasts par exemple. Ça pourrait être une idée, oui. Utiliser le contenu audio comme tremplin vers la lecture. Donc, en résumé, même si notre source est très brève, l'idée forte qui ressort, c'est que la lecture n'est pas juste une option. Non, ce serait un pilier, central, continu, de A1 à C2, et qui offre quelque chose que l'écoute seule ne permet pas. Profondeur, précision. C'est ça. Le point clé, ce serait cette valeur unique qu'on lui attribue pour tous les niveaux. L'accès à la richesse de la langue écrite, la possibilité d'analyser finement, l'immersion culturelle spécifique. Et cette universalité, A1, C2, ça souligne bien son importance constante, qui évolue avec nous. Exactement. Ça fait réfléchir quand même sur nos propres habitudes. Lire, c'est parfois vu comme plus difficile, moins vivant que l'écoute. Oui, et ce titre remet ça au centre du jeu en quelque sorte. Et ça nous laisse avec une question un peu intrigante, pour finir. Ah oui, laquelle? Si un podcast insiste tant sur le besoin de lire, comment est-ce qu'il imagine l'articulation parfaite entre les deux? Écouter et lire. Bonne question. Est-ce qu'il y a une méthode spécifique derrière, où l'audio et l'écrit se renforcent vraiment l'un l'autre? Au-delà de juste dire « faites les deux ». Voilà. Une piste intéressante pour réfléchir à comment combiner au mieux ces deux aspects essentiels de l'apprentissage.